Ce qui nous intéresse dans la ville, et quand on travaille sur la ville, je crois, c'est chacun aura sa réponse. Mais en tout cas pour moi, ça sera un travail sur les flux et l'idée que la ville peut être une métaphore du corps, une métaphore de l'être, et qu'on peut donc écrire sur la ville comme on écrirait sur des êtres. Ça peut donner naissance à des nouvelles, ça peut donner naissance à des poèmes dans lesquels la ville est prise comme un concept vivant, véritablement, et pour laquelle on peut donc élaborer un texte. Qui sera un texte circulaire, qui sera un texte qui parlera pas seulement de la ville comme un lieu où on vit, mais de la ville comme un lieu qui vit, ce qui est un tout petit peu différent. Je suis très impressionné par ce que vient de dire Hervé. J'espère bien. Moi, plus modestement, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait dans la ville une autre écriture que celle qui malheureusement prolifère depuis des années, c'est-à-dire l'écriture publicitaire d'une part et l'écriture purement informative d'autre part. Et ce qui m'a semblé intéressant dans le travail de l'Oulipo sur la ville, c'est précisément d'introduire cette écriture autre, disons écriture poétique, et qui décolle de la publicité et qui décolle de l'information quotidienne et qui introduit un peu d'imaginaire, un peu de rêverie, un peu d'autre chose, un peu de réflexion sur le langage, et donc qui donne aux promeneurs, aux passants, l'occasion de voir autre chose que ce qu'ils voient d'habitude, de penser à autre chose que ce à quoi ils pensent habituellement. Alors bien sûr, la façon dont Hervé aborde la chose me paraît intéressante, mais je ne crois pas que ce soit la seule. Non, d'autant plus que moi j'ai parlé de la manière dont on travaillait avec la ville, mais c'est vrai qu'on travaille aussi sur la ville. C'est-à-dire qu'on ne prend pas seulement la ville comme étant un sujet, mais on la prend comme un support. Voilà. Et Marcel a très bien répondu sur la manière dont on voit la ville comme un support. C'est-à-dire c'est vrai qu'elle est envahie par des signes qui ne sont pas des signes ni poétiques ni littéraires, et qu'on a tendance à considérer qu'elle peut être un lieu de support littéraire. On peut écrire sur des bancs, comme le fait Jacques Jouet, on peut écrire sur des murs, comme on l'a fait, sur des passerelles. Voilà, on peut écrire un peu partout. Sur des arrêts de métro, sur des arrêts de tram, comme nous l'avons fait à Strasbourg. On peut faire des poèmes promenades, comme nous le faisons pour la place Charles de Gaulle de Rennes. Ce n'est pas encore tout à fait fait, mais c'est en train d'être fait. Vous voyez, il y a tout un ensemble de possibilités que la ville offre à l'écriture et dans lesquelles nous essayons de nous glisser. Ces deux rapports-là. Finalement, un rapport un peu à la Calvino, c'est-à-dire un rapport où la ville serait comme dans les villes invisibles, une sorte de métaphore, une véritable métaphore du monde, et où tout peut s'y précipiter, où on peut tout utiliser dans la ville pour en faire un lieu métaphorique, et puis la ville comme vraiment un lieu d'inscription où on peut intervenir. Et c'est vrai qu'on est dans les deux univers. On peut écrire, on peut mélanger les deux, c'est-à-dire écrire des choses métaphoriques sur la ville, dans la ville. Ce qu'on fait assez souvent. Et où on essaye aussi de mélanger l'idée de citoyenneté et de civilité. C'est-à-dire le fait d'être un habitant de la ville, qui est un lieu finalement assez anonyme, et dans lequel on essaie de réintroduire du sujet, c'est-à-dire dire aux gens que la ville dans laquelle ils vivent leur appartient, et qu'y compris, ils peuvent la vivre comme un lieu qu'on peut modifier. Il nous arrive par exemple de prendre comme on l'a fait à Strasbourg, de prendre des toponymies, c'est-à-dire des noms de lieux, et de leur donner une nouvelle origine. Voilà. Et en réécrivant cette origine des lieux, ça questionne forcément quelle est la véritable origine. Voilà. Donc l'idée de donner des fausses, en fait, ramène à la vérité, ramène en tout cas à une forme de réalité. Et puis donne lieu à des discussions. C'est une possibilité que nous offrons aux gens de réfléchir sur ce qu'ils voient et éventuellement donc d'échanger précisément ces problèmes de fausse toponymie. Nous y avions beaucoup réfléchi auparavant et c'est une occasion d'échanger. Donc c'est encore une possibilité que nous offrons aux gens de ne pas être totalement amorphes, totalement passifs devant le paysage urbain et devant l'écriture, et
d'avoir la possibilité d'échanger à propos de ce qu'ils voient. Ça sera un peu la même chose à Rennes. Les gens composeront leurs poèmes en se promenant, ils liront sur des clous des mots, et selon l'itinéraire qu'ils prendront, ils composeront un poème différent, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, puisque ce seront des poèmes qui pourront être palindromiques. Palindromique, ça veut dire qu'ils peuvent se lire dans les deux sens. Donc là, le promeneur lira, quand il ira dans ce sens-là, quand il ira d'est en ouest, il aura un poème. Quand il reviendra d'ouest en est, il aura un autre poème, avec les mêmes mots, mais dans l'ordre opposé. Eh bien, les différents promeneurs pourront se rencontrer et comparer les poèmes qu'ils auront lus, qu'ils auront en fait composés par leur pas, par leur promenade. Voilà, ce sont des choses comme ça que nous aimerions introduire et qui ne sont pas très fréquentes jusqu'à présent dans le rapport à la ville. C'est d'abord quand même ce qui nous permet d'agir. C'est ce qui nous permet d'agir ensemble, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que la manière dont on voit la contrainte à l'Oulipo, c'est souvent un petit peu comme Bon, l'idée du jet d'eau me paraît assez bonne. C'est-à-dire que lorsqu'on a un jet d'eau et un tuyau, voilà, et qu'on essaie d'arroser sa pelouse, si on a simplement son tuyau, on n'arrose pas très loin. Et si on pince le bout du tuyau, on va beaucoup plus loin. Voilà. La contrainte, c'est ça, c'est pincer le bout du tuyau pour, avec la littérature, aller plus loin. Je le vois comme ça. C'est-à-dire que ça peut servir à ça. C'est l'idée d'une pression sur la langue qui fait qu'elle porte plus loin et qu'elle ne va pas forcément là où on pense au départ qu'elle pourrait aller. Donc il y a c'est vrai que quand on passe à tuyau, souvent ça ne va pas forcément à l'endroit où on voudrait que ça aille. Aussi, après on peut modifier. Après on peut modifier le mouvement. On peut viser. Mais on est forcé de contourner. C'est un petit peu comme quand Perec se privait du E. Il y a forcément des mots qui ne pouvaient s'écrire. Fenêtre, par exemple, qui est un mot de la ville, n'était pas possible dans la disparition. Du coup, il fait vasistas. Voilà. C'est pas exactement la même fenêtre. Voilà. Il faut un tout petit peu se déplacer pour voir le vasistas. C'est l'intérêt de la chose. C'est l'intérêt de la contrainte. Voilà, la contrainte oblige. C'est l'écart. Oh, pas nécessairement folle, non. Au contraire, non. La contrainte la plus sensée. Non, c'est ce qui inventera la contrainte la plus productive, en réalité. Le seul intérêt d'une contrainte, c'est de permettre de produire des textes. Plus la contrainte est forte, plus elle permet de produire des textes. Et puis, bien sûr, il y a la contrainte qui ne produit aucun texte. Alors là, ça c'est le nec plus ultra de la contrainte. C'est le nec plus ultra de la contrainte. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Le poème de 0 mots. Pour moi, le flux, c'est quelque chose de très important parce que, bon, d'abord, c'est forcément du mouvement, c'est une linéarité, mais ça peut être aussi un treillis. Donc, il y a forcément un travail qui est presque un travail de mise en page. On peut imaginer la ville comme une sorte de grande page sur laquelle on peut travailler avec ça. Moi, j'avais fait un poème qui s'appelait Périphérique et qui était circulaire, enfin, qui pouvait être considéré comme une circularité du monde, avec des gens qui tournaient autour. J'ai l'impression que sur le périphérique, que les gens sont là pour tourner plus que pour faire une quelconque translation dans la ville, quoi. On pourrait rester, je connais des gens d'ailleurs qui tournent en permanence avec leur voiture autour du périphérique. Donc voilà. Donc j'aime bien cette idée du flux comme ça. Et puis sur la forme brève, c'est plutôt une sorte de contrainte liée à la modernité et au fait qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et j'ai beaucoup travaillé sur la forme brève pour deux raisons. D'abord parce que ma pensée, elle est fragmentaire, et que instinctivement ma pensée est fragmentaire, et quand j'essaie de faire de l'unité avec ma pensée, je dois faire un effort considérable. Et j'aime beaucoup plus finalement les formes qui sont fragmentaires, je sais pas, humain, trop humain de Nietzsche, ou les notes de Wittgenstein. J'aime bien ça parce qu'il y a une dimension de jaillissement dans laquelle après il faut faire un effort pour le concaténer, pour le réunir. Donc le lecteur doit lui-même faire un effort. Donc j'aime bien cette forme brève pour ça. J'aime énormément, par exemple, je me souviens de Perec pour ça. Donc la forme brève pour moi c'est ça, c'est le fragmentaire qui peut donner ensuite unité. On parlait de Scheichenhagon, pour moi c'est du fragment aussi, c'est une forme fragmentaire qui est une forme qui prend sa dimension dans la série, dans le fait que cette série elle est plurielle, mais que l'ensemble des facettes qui sont données par le fragment finit par donner une unité plus forte peut-être
que ne permettrait quelque chose de plus unifié. Les écrivains dont j'hérite, c'est toujours les mêmes. Flaubert, Queneau, Pérec, Seychenhagen, Swift, je ne sais pas, je dis ça un peu dans le désordre. Mais bon, moi j'ai eu la chance d'avoir une formation un peu serrée en littérature. Et donc je suis très influencé par le grand 19e siècle, mais aussi ensuite par les ancêtres de Louis Duclos que j'ai redécouvert un peu plus tard.